Bonjour à tous et bienvenue dans ce 29e épisode des Chroniques de Youssef Indy. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet qui est quand même d'actualité, mais de fond, puisqu'on est au mois d'août et que tout le monde est en vacances, y compris les dirigeants politiques. Pas tous, il y en a encore qui travaillent. On va faire des chroniques. Donc, je vais faire des chroniques ce mois-ci, mois d'août, sauf événements inattendus. Donc, je vais faire des chroniques de fond. Et donc, la chronique d'aujourd'hui sera une chronique de fond sur la question de la fin de la démocratie et des lumières sombres. On va en parler, je vais vous dire de quoi il s'agit. Alors, avant de commencer, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne, de commenter, de partager. Pour ceux qui le veulent, vous pouvez soutenir la chaîne via Tipeee et PayPal en cliquant sur les liens dans la description de la chaîne. Vous pouvez aussi vous abonner à ma page Patreon où je fais une vidéo mensuelle et bientôt j'en ferai plus, peut-être bimensuelle parce qu'il y a beaucoup de questions. Donc vous vous abonnez à ma page Patreon. Vous abonnez, donc vous m'envoyez vos questions et j'y répondrai. Donc je réponds à toutes les questions qui me sont envoyées, je les lis et j'y réponds. Et donc il y a quelques jours, j'ai publié la vidéo de réponse à vos questions pour le mois de juillet. Voilà, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, je vous en remercie. Vous êtes de plus en plus nombreux à soutenir, je vous en remercie. Continuez comme ça, que je puisse aussi moi aussi continuer ainsi. Et puis qu'est-ce que j'avais à vous dire encore comme annonce? Eh bien rien. on va commencer. Alors d'abord on va commencer par la démocratie athénienne. Alors je vais pas vous faire un cours sur la démocratie athénienne, je vous renvoie à Étienne Chouard qui s'est passionné pour ce sujet. Mais on va quand même un petit peu parler de la Grèce, d'Athènes et de la démocratie. Voilà, pas dans la pratique, mais plutôt sur le plan conceptuel. Parce que la démocratie, on parle beaucoup de démocratie. Aujourd'hui, depuis un certain nombre d'années en Occident et en France en particulier, on parle de plus en plus de la fin de la démocratie, notamment avec le non-respect du non à la Constitution européenne en 2005. Les Français ont voté non et on leur a quand même imposé le traité de Lisbonne via Nicolas Sarkozy, ce grand ami des États-Unis, qui n'est pas forcément un grand ami des Français, compte tenu du bilan de son quinquennat, mais c'est pas le sujet du jour. Donc c'est quand même un sujet qui préoccupe les gens, qui préoccupe les Français en particulier, qui préoccupe les Occidentaux, puisqu'ils ils sentent bien que la démocratie est en cours d'abolition, même a été abolie, on peut le dire franchement, quasiment officiellement. Alors la démocratie, le concept de démocratie n'est pas universel, dans la mesure où elle est, la démocratie, comme le libéralisme ou le socialisme, adaptée au terreau culturel et anthropologique. La démocratie athénienne n'est pas la démocratie moderne occidentale, la démocratie britannique n'est pas la démocratie italienne, française, et ainsi de suite. Alors, l'helléniste Jacques Cazot soulignait dans son introduction à la République de Platon que, donc je cite Jacques Cazot donc dans sa traduction et son introduction qui date de 1995, je ne l'ai pas sous les yeux, je l'ai dans ma bibliothèque. Qu'est-ce qu'il nous dit Jacques Cazot, cet helléniste français? La démocratie fait illusion, dit-il, transposée d'un antique idéal grec, jamais atteint en Grèce. Déjà, elle perd tout sens à l'échelle de 55 millions d'individus. C'était la population française à l'époque, en 1995. Mais surtout, elle débouche fatalement sur la tyrannie.
La tyrannie, nous dit-il. Donc on va faire un petit focus quand même sur la société grecque et athénienne de l'époque, où a émergé la démocratie pour détruire un peu ce mythe de la démocratie athénienne. Alors, au contraire d'une conscience nationale grecque, fondée sur une culture et langue commune, les cités grecques pratiquaient l'endogamie civique, ce qu'on sait peu en général. Le mariage exclusif entre citoyens d'une même cité. L'endogamie civique était la correspondance politique de l'endogamie familiale pratiquée dans presque toutes les cités grecques. Le mariage exogame existait, mais la cellule familiale grecque était très fermée et il était difficile d'y entrer. Le mariage entre oncle et nièce était quasiment la norme en Grèce, dans quasiment toutes les cités grecques. Contrairement à ce que vous pouvez imaginer. Parce que quand on parle de la Grèce antique, d'Athènes, surtout en Occident, on s'imagine le prototype de la société occidentale, libérale, exogame, avec une égalité homme-femme, voire une égalité entre tous les Grecs, ce qui est absolument faux, et c'est même le contraire de la réalité. Aristote, par exemple, considérait l'obligation d'avoir 2 parents citoyens comme la norme à Athènes. Périclès, homme d'État athénien, donc vers 495, né vers 495 avant Jésus-Christ, mort en 429 avant Jésus-Christ, fit une loi entérinée en 451-450 avant Jésus-Christ, interdisant l'exogamie civique, c'est-à-dire le mariage avec des citoyens d'autres cités grecques. Cette loi fut remise en vigueur en 403-402 avant Jésus-Christ et est encore attestée chez l'auteur grec Ménandre à la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ. Les contrevenants s'exposaient à d'importantes sanctions. Même si elles étaient moins prescriptives qu'Athènes, la plupart des cités grecques poussaient à l'endogamie civique et n'accordaient la citoyenneté qu'aux fils de 2 citoyens de la cité. Les enfants nés d'une union exogame à Athènes étaient considérés comme des bâtards et le résultat d'une infraction aux lois de la citoyenneté. Ils étaient donc considérés comme des xénoïs, des étrangers. Donc en résumé, le système anthropologique athénien est endogame à l'extrême, égalitaire entre les fils légitimes, avec une distinction très stricte entre les membres d'une famille et les autres, entre le fils légitime et le fils illégitime, entre le citoyen et le métèque. Le métèque, c'était l'autre grec, mais d'une autre cité. C'est pas un Italien ou un Nord-Africain. La démocratie athénienne est donc le reflet de cette structure anthropologique. Ça, il faut le garder à l'esprit, la structure anthropologique. C'est-à-dire une égalité établie entre les membres d'un groupe restreint, excluant plusieurs catégories, femmes, esclaves et métèques, ressortissant, comme j'ai dit, d'une autre cité grecque et vivant à Athènes. Donc tout cela, toutes ces catégories, femmes, esclaves, métèques, étaient exclus du système démocratique. Donc le système démocratique, dès son origine, est un système exclusif, avec une série de catégories exclues de cette démocratie. Là encore, contrairement à ce que l'on imagine. Gustave Le Bon, donc anthropologue, psychosociologue, médecin scientifique français, écrit donc dans son ouvrage La psychologie des foules, 1894 je crois, ou 1896 plutôt. Il a mis en évidence dans cet ouvrage notamment que d'un peuple à l'autre, la démocratie ou le socialisme possèdent des sens tout à fait différents. Donc ça c'est très important de le garder à l'esprit. Je rebondis sur l'échange en fait entre Alexandre Douguin et Alain Soral en Russie, où ils parlent justement de ce problème de termes, de terminologie,
et des lumières sombres des États-Unis dont je vais vous parler. Donc c'est partant de cet entretien entre Alexandre Dugin et Alain Soral et le propos d'Alexandre Dugin sur les lumières sombres aux États-Unis que je fais cette vidéo. Voilà, pour ceux qui ne l'ont pas compris. Alors je cite Gustave Le Bon, ce qu'il nous dit est très intéressant. Il explique donc à propos de la démocratie et du socialisme d'un peuple à l'autre, donc de ces concepts-là, la différence. Et il explique, ils correspondent en réalité à des idées et des images complètement opposées dans les âmes latines et dans les âmes anglo-saxonnes. Chez les latins, le mot démocratie signifie surtout effacement de la volonté et de l'initiative de l'individu devant celle de l'État. Ce dernier, l'État, est chargé de plus en plus de diriger, de centraliser, de monopoliser et de fabriquer. C'est à lui que tous les partis, sans exception, radicaux, socialistes ou monarchistes, font constamment appel. Chez l'anglo-saxon, celui d'Amérique notamment, le même mot, démocratie, signifie au contraire développement intense de la volonté et de l'individu. Effacement de l'État, auquel, en dehors de la police, de l'armée et des relations diplomatiques, on ne laisse rien diriger, pas même l'instruction. Le même mot possède donc chez deux peuples des sens absolument contraires. Fin de citation. Ça, c'est extrêmement important de le retenir. Donc, le même mot, démocratie, diffère selon les peuples, les cultures, et il diffère aussi selon les époques. On parle beaucoup de démocratie, de république aussi, beaucoup de république dans les discours des dirigeants français, mais on ne sait plus ce que cela recouvre. Est-ce que c'est la république au sens de Jean Bodin et Thomas Hobbes, ou est-ce que c'est la république telle qu'on va la concevoir au XVIIIe siècle, ou est-ce que c'est la république américaine ou française? C'est très très différent selon les époques et selon les cultures. Ceci étant dit, le système démocratique, du moins représentatif, tel qu'on le connaît en Occident et tel qu'on l'a connu en France, s'est progressivement effacé au profit d'un système oligarchique. Tout le monde peut le constater, le président actuel est issu de la banque Rothschild. On a eu à la tête de la Commission européenne de la Banque centrale des personnages qui sont passés par la banque Goldman Sachs, notamment beaucoup, à la tête de la Grande-Bretagne, à la tête du Portugal, comme j'ai dit, à la tête de la Banque centrale européenne, à la tête de la Commission européenne, à la tête de la Grèce, hein, donc à la tête de l'Italie aussi. Beaucoup d'hommes politiques, de personnages politiques qui sont passés par les grandes banques avant ou après avoir piloté des États de l'Union européenne ou de l'Union européenne elle-même. Donc je ne vais pas revenir sur le sujet, j'ai développé ça en détail dans ce livre, donc c'est pas vraiment le moment de revenir encore sur tous ces processus complexes. Mais ce qu'on peut dire en gros, c'est que l'abolition de la démocratie en Occident s'est faite par la prise en main de l'État par les entreprises et les banques, j'ai déjà expliqué ici, dans ce livre, par la guerre contre le peuple, par l'état d'exception permanent, c'est l'oligarchie qui met en place un état d'exception permanent, donc qui se donne les pleins pouvoirs et qui utilise cet état pour combattre le peuple, son propre peuple, pour le maintenir, pour le mettre au pas et l'empêcher de se révolter. Et peuple qui se révolte justement en raison de cette prise de contrôle de l'État par l'oligarchie qui défend ses propres intérêts, donc par la destruction de l'économie par cette même oligarchie, notamment l'oligarchie financière, par le transfert des pouvoirs régaliens de l'État à des institutions internationales. Le droit français est soumis au droit européen, l'État français et les États européens n'ont plus le contrôle de leur monnaie, ils n'ont plus vraiment le contrôle de leur armée puisque c'est l'OTAN, organisation pilotée par les États-Unis, qui leur dit avec qui ils doivent être en guerre et avec qui ils doivent être en paix. Contrôle aussi de la diplomatie par les instances supérieures, quand ce n'est pas par Washington directement. Donc pour se maintenir,
l'oligarchie qui pilote les États, et notamment l'État français, a dû mettre en place un régime tyrannique hors la loi. C'est ça l'état d'exception permanent. L'état d'exception permanent est une forme de tyrannie, puisque le dirigeant en place se passe de respecter la loi. C'est ça. C'est qu'il n'applique plus la loi, c'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver en prison pour X ou Y raison, enfin de façon totalement arbitraire. Donc la loi n'est plus appliquée, la justice ne fait plus son travail, et le chef d'État lui-même est dans une situation où il est au-dessus de la loi, au-dessus de la justice, et instrumentalise même la justice. Le résultat est la défiance et la révolte du peuple contre le pouvoir. On l'a vu en France notamment avec les Gilets jaunes, mais ça a pu prendre des formes différentes en Occident, notamment aux États-Unis, par des révoltes électorales. Donc on est passé, je vais vite, ça mériterait des articles, un ouvrage ou un colloque. Donc on est passé d'un système de démocratie représentative à un système oligarchique. Et de l'oligarchie, nous allons peut-être passer à un autre système. Alors, historiquement, en Europe, depuis Rome, la tyrannie et l'état d'exception, synonyme de désordre et de chaos, ce que j'explique en détail dans ce livre, précède un nécessaire retour de l'ordre qui est ce que l'on appelle, donc, depuis l'époque romaine, la dictature. Depuis Rome. Mais cette dictature qui doit restaurer l'ordre, et qui est donc par nature temporaire, parce qu'à l'époque, les sénateurs donnaient les pouvoirs à un magistrat qui devenait un dictateur pour une période de 6 mois pour restaurer l'ordre, quand il y a eu un désordre, une guerre civile, ou un désordre causé par une menace extérieure, eh bien on donnait les pleins pouvoirs à un dictateur, pas un tyran, un dictateur, pour qu'il applique le droit, parce que lui-même est soumis au droit. Il n'y a pas d'état d'exception. La dictature n'est pas un état d'exception. C'est le justitium qui est un état d'exception à l'époque romaine. La dictature est un plérum de droit, alors que la tyrannie, l'état d'exception, est un vide de droit. Voilà. Donc le dictateur a pour rôle de restaurer l'ordre, et donc de restaurer le droit, la loi, lorsque on est sorti d'une période de troubles, voire aussi une période de tyrannie, parce que la tyrannie ne peut pas durer éternellement. Donc tyrannie, synonyme de chaos et d'état d'exception. Donc, cette dictature qui doit restaurer l'ordre, et qui est donc par nature temporaire, doit s'accompagner, durant l'interrègne, d'une réflexion sur le nouveau système à mettre en place après les expériences socialistes, libérales, néolibérales, wokistes, globalistes. Et à la fin de cet ouvrage, je développe des scénarios possibles après cette période de tyrannie-chaos, qui amènera nécessairement une période de dictature, mais au sens romain. Parce que le général de Gaulle lui-même après, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et dans ses mémoires de guerre, il dit bien qu'il a instauré une dictature pour restaurer l'ordre. Donc il ne faut pas confondre dictature et tyrannie. Et donc, ce qui nous amène à la question des lumières sombres qui a été abordée dans l'entretien entre Alexandre Douguin et Alain Soral aux États-Unis. Donc c'est dans ce contexte-là, parce que le système que j'ai décrit aujourd'hui en France vaut aussi pour les États-Unis, surtout pour les États-Unis, et c'est même eux qui ont exporté ce système oligarchique avec des lobbies, des forces financières qui ont pris le contrôle de l'appareil d'État. Et donc dans ce contexte-là, de ce qu'on peut appeler l'interrègne, parce que la période Trump peut être considérée non pas comme la fin d'une transition ou une révolution, mais plutôt une période de transition, donc l'interrègne,
Donc dans ce contexte, aux États-Unis, il y a une réflexion visant à instaurer un régime politique pérenne qui est développé notamment par Curtis Yarvin. Curtis Yarvin est un jeune ingénieur informatique proche de Marc Andreessen, qui est un homme d'affaires qui est aussi dans le domaine de l'informatique, d'Internet, donc de la tech, et conseiller informel de Trump. Il est aussi proche, donc Curtis Yarvin, de Peter Thiel, le milliardaire de la tech, qui est aussi proche de Donald Trump depuis longtemps, depuis le premier mandat de Donald Trump. Et donc c'est un mouvement néo-réactionnaire, on l'appelle néo-réactionnaire, on l'appelle les Lumières sombres. Et Curtis Yarvin est aussi proche de J.D. Vance, le vice-président, qui lui est clairement un homme de Peter Thiel. Il a travaillé pour lui, etc. Donc Yarvin propose d'instaurer une monarchie mercantiliste à l'américaine, où le roi, donc le roi des États-Unis, est un PDG qui gère l'État comme une entreprise. Alors c'est quand même très éloigné de la culture française et européenne. D'ailleurs, c'était une critique qu'avait fait, je l'ai dit à plusieurs reprises, Mark Weber, le sociologue allemand, il y a un siècle. Déjà, il disait que l'État tend à devenir une grande entreprise. Mais dans la culture américaine, un chef d'entreprise qui devient un chef d'État et diriger un État comme on dirige une entreprise n'est pas une hérésie pour les Américains. Donc là, on parle vraiment du contexte américain, c'est pas quelque chose qui est transposable. Mais c'est quand même intéressant de voir que aux États-Unis, il y a ce mouvement-là, néo-monarchiste, césariste, porté par un Curtis Yarvin, dont les parents travaillaient pour le gouvernement fédéral des États-Unis, qui lui vient du monde de la tech, donc qui est ingénieur informatique, et qui donc propose une monarchie aux États-Unis, mais pas une monarchie au sens traditionnel français, c'est-à-dire que Curtis Yarvin n'est même pas un religieux, et c'est même pas un croyant. Il est ni catholique, ni quoi que ce soit. Il se déclare athée, c'est pas une vision en fait religieuse. Et je vais y venir. Pour ceux qui croiraient qu'on a affaire à quelqu'un qui serait l'équivalent des catholiques traditionnalistes en France. Non, Curtis Yarvin a une influence sur Peter Thiel, sur J.D. Vance, sur un conseil de Trump dont je vous ai parlé, Marc Andreessen, et qui est interviewé par le New York Times, et qui est pris très au sérieux. Il n'y a pas d'équivalent en France. Alors, justement, je vais vous citer quelques extraits de son interview accordée au New York Times le 18 janvier 2025 pour vous donner une idée de ses idées. Voilà, parce que c'est toujours bien de citer les gens, parce que là, si je vous parle de lumière sombre, de césarisme américain, de monarchisme états-unien, ça va peut-être pas vous parler. Par contre, si je le cite, là, ça va vous parler. Alors c'est intéressant, je vais vous le citer assez longuement, mais ça vaut le coup pour comprendre assez rapidement, en quelques minutes, ce qui se passe aux États-Unis au niveau idéologique. Alors, donc il répond à cette interview du New York Times. Le journaliste du New York Times est d'ailleurs très respectueux. Hein. Je veux dire, c'est pas du tout d'équivalent en France. On n'imagine pas un monarchiste français interviewé par Le Monde avec un journaliste respectueux, voire complaisant. Bref, je vous le cite. Qu'est-ce qu'il nous dit Curtis Yarvin dans le New York Times du 18 janvier 2025 ? Donc là, Trump a gagné les élections, l'investiture va avoir lieu, je crois, 2 jours après, c'était le 20 janvier. Il dit, Curtis Yarvin, « Je fais parfois un discours dans lequel je lis simplement les 10 derniers paragraphes du premier discours inaugural de Franklin Delano Roosevelt, dans lequel il dit en substance « le Congrès, donnez-moi le pouvoir absolu, ou je le prendrai de toute façon. » FDR, donc Frank Delano Roosevelt, a-t-il réellement pris ce niveau de pouvoir ? Oui, il l'a fait.
Il y a un excellent article que j'ai envoyé à certaines personnes que je connais et qui sont impliquées dans la transition. Je parle de la transition, donc à cette époque-là, donc 18 janvier, c'est la transition politique de l'équipe Trump. Donc l'équipe Trump arrive au pouvoir. Donc il dit qu'il a envoyé ça à plusieurs personnes qui sont impliqués dans la transition, et donc le journaliste lui dit dites-moi à qui vous l'avez envoyé, donnez-moi un nom. Donc il donne un nom, c'est Mark Andreessen, dont je vous ai parlé, l'homme d'affaires de la tech conseiller de Donald Trump. Donc il dit j'ai envoyé cet article à Mark Andreessen. Il s'agit d'un extrait du journal intime d'Harold Ickes, secrétaire à l'intérieur de FDR, Franklin Delano Roosevelt, qui décrit une réunion du cabinet en 1933. C'est l'époque du New Deal, après la crise de 29. Au cours de cette réunion, Frances Perkins, le secrétaire au travail, présente une liste des projets que nous allons réaliser. FDR, président Roosevelt, prend personnellement cette liste, examine les projets à New York et déclare « c'est nul ». À la fin, tout le monde s'accorde pour dire que le projet de loi sera modifié, puis adopté par le Congrès. FDR, le président Roosevelt, agit ici comme un PDG. Alors, Frank Delano Roosevelt était-il un dictateur ? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que les Américains de tous bords vénèrent FDR et que FDR a mené le New Deal comme une start-up. Pour examiner la réalité objective du pouvoir aux États-Unis depuis la Révolution, vous parlez aux gens des articles de la Confédération et vous leur demandez de citer un seul événement qui s'est produit en Amérique sous le régime des articles de la Confédération. Et ils en sont incapables, à moins d'être des historiens professionnels. Ensuite, vous avez la première période constitutionnelle sous George Washington. Si vous regardez l'administration de George Washington, ce qui est mis en place ressemble beaucoup à une start-up. Cela ressemble tellement à une start-up que ce type, Alexander Hamilton, qui était clairement un fan de start-up, donc Alexander Hamilton était secrétaire au Trésor des États-Unis. Donc c'est un des fondateurs des États-Unis, qui était clairement un fan de start-up, dirige tout le gouvernement. Il est en quelque sorte le Larry Page de cette république. Larry Page, c'est un milliardaire homme d'affaires américain actuel. Le journaliste lui pose la question « Pourquoi la démocratie est-elle si mauvaise ?» Yarvin répond « Ce n'est même pas que la démocratie soit mauvaise, c'est juste qu'elle est très faible. Et le fait qu'elle soit très faible est facilement démontrable par le fait que des politiques très impopulaires comme l'immigration massive persistent malgré le fait qu'une forte majorité s'y oppose. » Et à propos de Donald Trump, Curtis Yarvin explique, et là c'est intéressant, ça nous intéresse pour comprendre comment lui il voit Trump et comment lui il voit cette période trumpiste. Il ne se fait aucune illusion, alors qu'il est proche de l'entourage de Trump, comme je l'ai dit, J.D. Vance, etc., Andreessen, etc. Ce qui se passe actuellement à Washington, dit Curtis Yarvin, c'est qu'il y a clairement une tentative de redonner à la Maison-Blanche son rôle d'organe exécutif qui gouverne le pouvoir exécutif. Le problème, c'est que si vous dites à n'importe quelle personne impliquée professionnellement dans les affaires de Washington que Washington fonctionnerait tout aussi bien, voire mieux, sans la Maison-Blanche, elle vous répondra « Oui, bien sûr. Le pouvoir exécutif travaille pour le Congrès. » Vous avez donc ces pauvres électeurs qui ont élu, selon eux, une révolution. Ils ont élu Donald Trump, et peut-être que le PDG le plus compétent au monde se trouve là-bas. Il parle de Elon Musk. Le journaliste lui répond « Votre argument est que, vu la façon dont le système est conçu, il ne peut pas vraiment faire grand-chose. » Là, il répond, Yarvin, il peut bloquer... Donc, il parle de Trump. Il dit « Trump peut bloquer les choses, il peut perturber le système, il peut créer le chaos et des remous, mais il ne peut pas vraiment changer la donne. » Donc il dit plus loin, l'une des principales différences entre Trump et Frank Delano Roosevelt qui a freiné Trump est que Frank Delano Roosevelt est issu des premières familles américaines. C'est un aristocrate héréditaire. D'ailleurs, il a eu un cousin qui a été président des États-Unis avant lui, Roosevelt. Theodore Roosevelt. Theodore Roosevelt, qui a été président des États-Unis fin du 19e, début du 20e siècle, était un cousin de Franklin Delano Roosevelt.
Donc il dit que donc, c'est un aristocrate, Franklin Delano Roosevelt, et il dit que le fait que Trump ne soit pas vraiment issu de la classe sociale supérieure américaine, donc pas issu de l'aristocratie, lui a beaucoup nui en termes de confiance en soi. Cela l'a limité en tant que leader à bien des égards. Ça l'a aussi limité, pas simplement parce que ça a produit un manque de confiance en lui, ça l'a limité parce que il n'était pas, lui et sa famille, n'avait pas une famille implantée dans les rouages de l'appareil d'État, comme c'était le cas des Roosevelt, ou comme c'était le cas de la famille Bush, par exemple. On a affaire à des familles bien implantées, avec de nombreux élus dans la même fratrie, le père président puis le fils président, donc avec un maillage au sein de l'appareil d'État, avec un grand-père lui-même qui était un homme important dans l'appareil d'État américain et homme d'affaires. Donc c'est pas comme Donald Trump, le fils d'un millionnaire qui est devenu ensuite milliardaire dans l'immobilier à New York. Là on parle de famille politique implantée dans Washington. Et c'est ce qui donne peu de pouvoir en fait à Donald Trump. Donc, ce que l'on peut dire, d'ailleurs, ailleurs il parle de J.D. Vance, et il dit, et je pense qu'en fait, Irving, lui, ne mise pas sur Trump, il mise sur J.D. Vance. Ce qu'il dit de J.D. Vance, ce qui est drôle avec lui, c'est qu'il représente à lui seul toutes les composantes dans la société américaine. Il dit, quand on le regarde, il est la fusion des différents Américains, des différentes cultures américaines, différentes catégories sociales américaines. Il a été militaire et ensuite il est passé il a fait des études supérieures, il est passé chez Peter Thiel, il a travaillé chez lui, etc. Bref, donc il est catholique, converti au catholicisme. Donc Yarvin semble miser sur lui, tout comme certainement Peter Thiel mise sur lui, et eux doivent considérer le mandat de Trump comme une sorte de mandat de transition, qui correspond à une sorte d'interrègne, le temps que leurs idées s'implantent en réalité. Parce que il y a des gens, alors je ne sais pas ce que Elon Musk pense de cette idée-là, mais si Elon Musk a accompagné, en tout cas durant les 100 premiers jours, Donald Trump dans son mandat, c'est que lui aussi doit être intéressé au moins par cette idée-là. Peter Thiel très, très certainement, parce qu'il admire beaucoup Yarvin. Alors c'est pas des idées extrêmement sophistiquées, ce sont des idées américaines, c'est-à-dire que on voit bien monarque, PDG, enfin bref, c'est pas... On n'est pas dans la lecture de Kantorowicz ou dans Carl Schmitt ou autre. Non, c'est très basique, c'est très terre-à-terre. Ce que les Américains recherchent, des gens comme Irving, c'est ce qui fonctionne. Ils ne cherchent pas à élaborer de très grandes théories politiques. Et en fait, ce qu'ils voient bien, c'est les limites de la démocratie. En fait, même s'il ne le dit pas quand il parle de Congrès, mais le Congrès... il dit que c'est le Congrès qui a le pouvoir, mais ceux qui ont le pouvoir sur le Congrès, ce sont les lobbies. Et donc c'est une façon de dire, en fait, le non-dit, c'est qu'on doit passer à un pouvoir concentré, le pouvoir exécutif concentré à la Maison-Blanche entre les mains d'un César, pour empêcher le Congrès de décider, et donc les lobbies qui utilisent le Congrès de décider. Donc en fait, le pouvoir exécutif est entre les mains des puissances financières et des lobbies. Donc pour conclure, je dirais que le système américain n'est pas transposable en Europe, mais les États-Unis sont à l'avant-garde idéologique de l'Occident. Le fait que des idées comme celle de Yarvin soient portées par le premier cercle du pouvoir états-unien, premier cercle du pouvoir politique et du monde de la tech, donc des milliardaires, des multimillionnaires du monde de la tech proche du pouvoir, signifie que la remise en question de la démocratie libérale a atteint un stade très avancé et qu'elle ne tardera pas à produire ses effets en Europe, puisque de toute façon, en Europe, on est à peu près dans la même situation qu'aux États-Unis, c'est-à-dire un système démocratique qui n'existe plus,
une oligarchie qui vérole l'appareil d'État, et qui détruit même l'appareil d'État, qui détruit les richesses, qui est entrée dans une confrontation avec le peuple. À un moment donné, il faudra bien arriver à une réflexion. De toute façon, la réflexion va s'imposer pour construire une sorte de nouveau système politique, pas pseudo-démocratique, mais où le peuple a un pouvoir, parce qu'en réalité, ce que l'on voit dans le rapport de force entre partis politiques, peuple, oligarchie, traditionnellement, c'était qu'en fait, chacune de ces composantes détient une partie du pouvoir ou constitue une force. Ce qu'on peut dire, c'est que le peuple, à défaut d'avoir le pouvoir, parce que dans une démocratie représentative, il délègue son pouvoir, c'est un contrat, le contrat obtient, à défaut d'avoir le pouvoir, il représente une force. Et donc je pense qu'il faut commencer à réfléchir là-dessus, réfléchir à un système non pas pseudo-démocratique, qui est en fait une arnaque, comme le dit Yarvin, c'est-à-dire qu'on parle de démocratie, mais la majorité est contre telle ou telle politique, mais cette politique est appliquée quel que soit le président. Donc, où le peuple donc, représente une force légitime, qui doit être écoutée, et qui doit avoir son poids, et qui doit retrouver au niveau de l'exécutif une résonance, un écho à ses revendications, à ses besoins, parce que c'est quand même ça le rôle du pouvoir exécutif. Et en fait, ce que l'on voit, c'est qu'il y a une sorte de néo-soft power des puissances conservatrices. On en a parlé, j'en ai parlé d'ailleurs ici même sur cette chaîne il y a quelques mois avec Xavier Moreau, Alain Soral et Alexandre Douguin en ont parlé récemment. C'est qu'en fait, il y a de fait un soft power exercé par les puissances conservatrices, les grandes puissances, comme la Russie, comme la Chine, qui sont efficaces. Parce que là, on parle pas simplement de valeur, on parle d'efficacité. D'ailleurs, c'est ce que dit Yarvin. Il dit que la démocratie ne fonctionne pas, ou plutôt ne fonctionne plus. Or, la Chine est la véritable première puissance économique mondiale. La Russie est la 4e puissance économique mondiale. Et ce sont des pays qui ont progressé sur le plan économique et social, et qui ont une stabilité. Donc, de facto, ça a une influence sur les sociétés occidentales, même sur les forces politiques occidentales, qui dirigent des pays qui sont en déclin. Donc ce qui a de l'influence, c'est ce qui fonctionne en réalité. Donc je pense que c'est une très vaste réflexion. Moi, ce que je voulais simplement, c'était faire un point sur la démocratie, et une brève introduction à la pensée de Yarvin, et à ce qui se passe aux États-Unis, et ce qui est ignoré du grand public, et qui est diffusé par le New York Times, qui est le plus grand journal aux États-Unis, ce qui n'est pas rien. Donc il faut quand même s'intéresser à ces questions-là, et y réfléchir. Et je vous renvoie aussi à ce livre. Il y a une réflexion sur ce sujet-là, sur ces thèmes-là, à la fin de l'ouvrage. Si vous voulez vous le procurer, vous aurez un lien dans la description de la vidéo. Je vous remercie pour cette écoute. N'oubliez pas de vous soutenir la chaîne via Tipeee, via PayPal dans la description. Vous abonner à la chaîne Patreon pour poser vos questions auxquelles je réponds une fois par mois, maintenant bientôt 2 fois par mois. Et n'oubliez pas de commenter, de partager, de liker. Je vous dis à la semaine prochaine à 18h. Mercredi prochain à 18h, si Dieu veut.